Eh bien, on va pouvoir commencer la prochaine session avec Alter Solutions, représentée par Nabil Diab, qui va nous parler d'intelligence artificielle et de faux positifs, fatalité ou manque d'expertise. C'est à vous. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous, je me présente, Nabil Diab, responsable de l'offre cyberdéfense chez Alter Solutions. Et aujourd'hui, je représente les deux sociétés Securonix et Alter Solutions pour vous présenter sur ce sujet, cette démonstration sur le sujet de l'intelligence artificielle dans la détection et la prévention d'intrusions et plus particulièrement la gestion des faux positifs, mais aussi des faux négatifs qu'on peut avoir qui en découlent de ces mécanismes de détection. Alors, pour commencer, je me permets de présenter rapidement nos deux sociétés. Donc, tout d'abord, Alter Solutions, c'est une société de conseil et d'expertise en cybersécurité et en numérique. On fait aussi du software development. Mais pour être, donc, on est 750 experts à travers toute l'Europe. Et pour être plus précis sur la partie France en cybersécurité, nous sommes 50 experts en cybersécurité qui vont intervenir sur 4 pôles: le management de la sécurité, l'architecture et l'intégration, l'audit et les tests d'intrusion, et enfin la dernière en ce qui me concerne, la cyberdéfense. Et sur donc le pôle cyberdéfense que je gère, il s'agit de tout ce qui est service de supervision et de réponse à incidents. Donc on a un SOC manager entre autres qu'on opère avec Securonix qui est notre partenaire. Donc Securonix c'est un éditeur de solutions de sécurité qui a été créé en 2009. Il développe toutes les suites logicielles nécessaires pour faire tourner un SOC moderne de façon générale. On a en gros un XDR et toutes les suites logicielles qui vont avec, comme un SIEM, avec un SOAR, de l'UEBA, etc. Tout ce qu'il faut. Et donc, il s'agit d'un éditeur extrêmement mature. Ils ont plus de 1000 collaborateurs. Ils sont aussi très renommés, donc fondés depuis 2009. Et notamment, je vais prendre l'exemple de... J'arrive pas à passer à la suivante. OK. Alors, on les retrouve notamment pour ceux qui suivent les benchmarks du Gartner ou le Forrester Wave, on les retrouve en haut à droite et ils sont leaders ça ce sont les graphes de 2021. Ceux de 2022 n'ont pas encore été publiés. Et ils sont numéro 1 notamment sur quasiment toutes les catégories liées au SIEM. Donc on a affaire à un éditeur tout à fait mature et très avancé en termes et reconnu par beaucoup de sociétés. Alors on va commencer à rentrer dans le sujet. Alors pourquoi ce sujet? Je vais parler de deux facteurs qui posent problème dans l'intelligence artificielle dans le monde de la détection et de la prévention d'intrusion. Le premier, c'est globalement la surmédiatisation de ces technologies-là. Tout le monde en parle, tous ceux qui n'en parlent pas même sont un peu démodés. On met l'intelligence artificielle, donc tous les éditeurs de façon générale surfent sur cette vague intelligence artificielle et au final, on se rend compte que peu de personnes maîtrisent vraiment le sujet. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un qui vous dit ça, c'est l'intelligence artificielle qui détecte ça, si vous dites comment, par quel algorithme a-t-il réussi à détecter ça, vous avez très rarement des réponses. J'essaye de challenger un peu des fois les éditeurs comme ça et on a rarement une vraie réponse derrière. C'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Et ça va poser des problèmes. Parce qu'en 2022, l'intelligence artificielle, ce n'est plus de la théorie, on les retrouve vraiment dans les SOC modernes. On va en retrouver un peu partout, qui vont être déployés à travers différents outils, que ce soit sur le réseau, sur l'endpoint ou sur les serveurs centraux, qui vont avoir de l'intelligence sur les logs, sur les SIEM, entre autres. Et avoir ces mécanismes, ces boîtes noires dans son environnement va créer un manque de maîtrise sur sa chaîne de détection de façon générale. Un manque de maîtrise parce que justement, voilà, je l'ai dit, il y a des boîtes noires, il y a des éditeurs qui ne diffusent absolument pas ce qui se passe dans ces mécanismes de détection basés sur l'intelligence artificielle et on se retrouve avec des alertes où on ne sait pas d'où ils viennent vraiment, on ne sait pas comment les maîtriser, comment faire pour qu'ils n'arrivent plus, justement, sans les filtrer, sans désactiver la règle, la signature qui justement est remontée. Et derrière, dû à ça, on va avoir deux comportements qu'on remarque beaucoup chez nos clients, notamment
On va avoir des personnes qui vont être méfiantes et qui n'ont pas confiance en ces technologies. Et là, donc, c'est bien dommage parce que de se passer de l'intelligence artificielle, qui sont des fonctionnalités très intéressantes aujourd'hui pour faire la détection d'intrusion, on trouve vraiment des choses très intéressantes à ce niveau-là. Et de l'autre, on va avoir de la confiance aveugle où des personnes vont complètement faire confiance à ces outils-là et se dire que ça va tout couvrir, mais au final, ils sont incapables de dire s'il y a une nouvelle menace qui va être publiée, est-ce que vous êtes couvert derrière ou pas? C'est très compliqué de le dire quand on n'a que des boîtes noires sur sa chaîne de détection, ou alors quand on se fie en partie à ces boîtes noires-là. Alors, pour revenir un peu sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle, hein, je vais faire un peu un récap dessus. En tout cas, on parle d'intelligence artificielle, mais au final, on utilise ceux qui sont experts en intelligence artificielle dans la détection d'intrusion, on utilise une très petite partie de l'intelligence artificielle, qui est la partie un peu machine learning. Donc, la première phase qu'il va avoir, c'est la phase d'apprentissage. Donc, en gros, on va superviser notre système d'information, faire apprendre à l'algorithme. Il y a un algorithme qui va apprendre ce qui se passe. Et pour lui, il s'agit du comportement normal. Et à partir de ça, on va créer une baseline, en gros, la baseline qui va correspondre à ce comportement normal. Déjà, on identifie une première vulnérabilité, c'est que si votre système d'information est déjà compromis au moment de l'apprentissage, en fait, l'apprentissage sera biaisé et on aura affaire à une baseline complètement biaisée aussi, et votre détection sera très mauvaise. Donc, si vous vous basez que sur ça, déjà, il va y avoir un problème. L'intelligence artificielle ne peut pas tout couvrir. Il est indispensable d'avoir aussi d'autres types de détection. Et une fois qu'on aura défini ces baselines, ce qu'on va faire, c'est la détection d'anomalies. Et j'insiste sur le mot anomalie, on ne fait pas de la détection d'intrusion avec l'intelligence artificielle. Il va vraiment détecter les déviances par rapport à un comportement normal. Et une anomalie est loin de représenter une intrusion au final. Par exemple, si on représente ce nombre d'anomalies, au final, on va avoir à l'intérieur seulement une infime partie qui représente les intrusions. Lorsqu'on fait de la supervision, hein, ça ressemble plutôt à ça, la proportion. Et en fait, le gap qu'il y a entre le nombre d'intrusions et le nombre d'anomalies, tout ça, c'est du faux positif. Et l'objectif, les faux positifs, c'est l'ennemi des opérationnels dans les SOC. Comment faire pour réussir à réduire ce nombre-là? Comment on peut réussir à maîtriser ces systèmes de détection pour réduire ce nombre de faux positifs? Alors pour ça, je vais donner un exemple théorique à ce sujet-là. On va prendre la fréquence des authentifications dans une organisation. Sur l'axe des abscisses, vous avez les jours de la semaine. Sur l'axe des ordonnées, vous avez les heures du jour. Et donc là, vous avez les authentifications, plus le rond, plus on a un gros rond rouge, on va dire, plus il y a une grosse concentration d'authentification à ce moment-là de la semaine. Et là, on remarque que dans cette organisation-là, c'est assez simple. Ils se connectent uniquement pendant les jours ouvrés, pendant les heures ouvrées. Et si on fait apprendre ça à un algorithme, il va définir une baseline qui va ressembler à ça, qui est extrêmement facile. Et tout ce qui va survenir, tous les événements qui vont survenir en dehors de cette baseline seront considérés comme des anomalies. Sauf qu'en réalité, ça ressemble plutôt à ça. Si vous regardez un graphe d'authentification dans une organisation, c'est pas aussi beau que ce que j'ai montré tout à l'heure. On a beaucoup d'authentifications qui arrivent, qui surviennent très tard le soir, parfois la nuit, et aussi le week-end. Le dimanche après-midi, on a notamment une bonne concentration. Et là, la question, c'est comment faire pour gérer les événements isolés. C'est ceux-là qui vont nous poser problème avec l'intelligence artificielle, justement. Alors, la première solution, c'est de garder notre baseline qui va uniquement considérer là où on a une plus grosse concentration. Et dans ce cas-là, on va avoir beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de ça, on va avoir des alertes et il va falloir les traiter. Et ça, c'est pas bon pour les performances de mon SOC. Deuxième solution, on prend une baseline qui prend tous les événements en compte. Le problème, c'est en fait notre règle elle devient presque plus pertinente à ce moment-là parce qu'on a très peu de plages de données qui peuvent être supervisées où on pourrait avoir de la détection sur cette règle en particulier. Et donc on perd clairement en pertinence. Une troisième solution, alors là je vais parler, c'est un peu plus technique, on va mettre en avant le mécanisme de UEBS, c'est-à-dire qu'on va faire déjà différencier chaque utilisateur dans l'organisation parce que chaque utilisateur a son comportement.
Là, par exemple, les points bleus, les points verts, je vais commencer, représentent l'activité d'Alice qui travaille dans le service IT. On voit des authentifications un peu partout. On a Bob en bleu qui est commercial et Charlie en jaune qui est dans la compta. Alors, ce qu'on va faire, c'est calculer une baseline pour chacun des utilisateurs ou groupe d'utilisateurs. On peut le faire à 2 niveaux. On aurait pu prendre toute la compta, par exemple. Alors là, on voit que Charlie se connecte que 4 jours par semaine pendant les jours ouvrés, ne se connecte jamais le mercredi. Donc, on peut calculer sa baseline comme ça. Et on peut, par exemple, s'il se connecte le mercredi midi, c'est quelque chose de tout à fait anormal. On a fait un apprentissage sur 1 mois, par exemple, il n'a jamais fait ça. Là, on a une anomalie. Pareil pour donc Bob, qui lui a une amplitude horaire un peu plus élevée. Et donc, on va prendre en compte ses habitudes. Et aussi, on notera qu'on est légèrement plus espacé entre les lignes de la baseline et les points aux extrémités, parce qu'on sait que Bob, justement, tous ceux du service commercial ont tendance à avoir des amplitudes horaires un peu plus grandes, et donc sont susceptibles de se connecter encore un peu plus tard. En fait, on va dire qu'on va baisser la sensibilité de notre détection sur son profil. Et enfin, Alice, on va juste la sortir. C'est impertinent parce qu'elle fait des astreintes. C'est tout à fait impertinent de la garder dans cette règle de détection. On ne va pas la considérer là-dedans. Donc voilà, comment faire pour réussir à créer ce genre de détection, pour l'adapter de cette manière-là. Il faut 2 ingrédients pour ça. La première, c'est d'avoir une solution logicielle qui donne la souplesse nécessaire sur sa configuration pour réussir à la configurer de la façon dont je viens de le montrer de façon théorique. Et le second point, c'est qu'il faut avoir de l'expertise sur le sujet, avoir du recul, comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, parce qu'au final, il y en a plein de différents. Notamment, je donnais des exemples d'autres cas d'usage qu'on peut avoir. Donc, rareté d'événements, c'est celui que j'ai présenté là, où on a un utilisateur qui s'authentifie à une heure inhabituelle, c'est un cas d'usage. Un deuxième type de détection, c'est on va faire une analyse des interactions, et donc en gros, s'il est détecté une interaction entre 2 ressources qui sont inhabituelles, par exemple, de ressources, ça peut être une personne comme un serveur ou un document, donc on a une personne de la comptabilité qui accède à un poste de l'IT qui est complètement inhabituel, ça c'est une interaction non habituelle, on va remonter une alerte. Et enfin, le dernier cas d'usage que je reprends ici, c'est l'analyse des volumes et des fréquences, où on va de la même façon. Voilà, là ici, l'exemple qui est donné, c'est le transfert de données vers un support USB qui est normalement élevé. On a un utilisateur qui a l'habitude de faire des transferts non fréquents, mais de quelques mégabytes certaines fois. Et un jour, on voit un transfert de données de plusieurs téras vers un support USB. Donc là, on lève une anomalie. Je vais passer à une petite démonstration pour montrer à quoi ça peut ressembler. Pour ça, je vais dupliquer. Yes, c'est bon, on est bon. Alors, nous, on utilise le produit SecureNix. Donc voilà un peu l'interface graphique principale sur laquelle on se retrouve lorsqu'on s'authentifie. L'analyse se retrouve sur ces dashboards-là. Pour présenter très très rapidement, donc c'est tout à fait modulable, c'est comme ça qu'il est configuré pour moi. À gauche, vous avez les différents tenants de l'organisation. Ça sert beaucoup pour les MSSP comme nous, qui avons plusieurs clients à gérer, ou pour les organisations qui ont une organisation de la sécurité complexe, où il y a plusieurs équipes de sécurité, etc. Vous donnez les accès à seulement 1 ou 2 tenants à un certain nombre d'analystes. Voilà à quoi ça sert. Par exemple, là, j'ai filtré sur GMS, disons. Et donc, si je suis un analyste chez GMS, je ne vais voir uniquement que les données qui sont affichées là. Je viens de les filtrer. Ensuite, le dashboard le plus intéressant, le plus pertinent que je vais vous présenter, c'est celui-ci, Top Violators. En gros, on va classer par score de risque associé à chaque utilisateur, les utilisateurs eux-mêmes. Donc, en gros, si à chaque utilisateur, on va lui donner un score de risque. À chaque fois qu'il va faire une violation, son score va augmenter. C'est une très bonne façon de travailler de cette façon-là, parce que donc, dans un SIEM, globalement, il y a énormément d'alertes. Une alerte qui n'est pas une action malveillante ne veut pas dire faux positif. Ce sera un faux positif quand vous aurez des analystes qui vont commencer à les analyser et qu'au final, c'est un faux positif. Des alertes, il y en aura toujours, il y en aura beaucoup trop. Le but, c'est de réussir à aller vers celles qu'on veut voir.
celles qui sont importantes. Et comment on fait pour classer ça? En général, quand on a une vraie attaque, il n'y a pas une seule alerte qui va sonner sur un poste de travail. Il va en avoir un certain nombre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les classer par score de risque. Donc, je vais ouvrir par exemple Clifton Brooks. Alors, quand j'ouvre cet utilisateur, donc déjà, on a une certaine contextualisation qui nous permet d'aller beaucoup plus vite sur l'investigation. On voit quel employé on a affaire, quel est son poste dans l'organisation, dans quel département il est. Donc, on voit qu'il est administrateur d'infrastructure. Si on va aller plus loin, on peut aller regarder dans quel groupe il est inclus dans mon organisation, etc. Donc déjà, on voit qui on a affaire. C'est quelqu'un qui travaille un peu dans l'IT. Donc, notre investigation va être un peu plus souple que d'habitude. C'est beaucoup moins... ça attire beaucoup moins l'attention que lorsqu'on a des activités malveillantes de la compta, par exemple, parce que l'IT a tendance à faire des choses un peu moins usuelles que d'autres utilisateurs. Et donc, comment est calculé le score de risque? C'est une simple addition de tous ces risques de chaque violation, ce qu'on appelle une violation. En gros, c'est une détection d'une violation. Et là, on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus élevé que les autres, en fait, qui vaut 100 points sur 102.4, c'est énorme. C'est en gros chaque violation a un score assez faible, entre 0 et 3, disons à peu près, ça peut monter à 5. Mais au final, on a ce qu'on appelle des threat models qui vont montrer un mode opératoire complet. C'est-à-dire que s'il y a un enchaînement de violations particulier, on sait qu'il s'agit de ce mode opératoire, de tel attaquant ou de tel type de malware, par exemple, ou de ransomware. Toutes ces actions, par exemple, s'il y a un accès initial, puis une élévation de privilège, puis une lateral movement de cette façon-là, ça appartient à cet attaquant, voilà, parce qu'il est habitué à faire ça. Et lorsqu'on voit ce mode opératoire complet et qu'on détecte le mode opératoire, on va remonter le score de plus de 100 points. On a un threat model qui sonne, on va remonter le point de plus de 100 points. Bon. Je vais aller dans le sujet de l'intelligence artificielle maintenant. Donc là, on a une alerte qui est liée à l'intelligence artificielle, c'est un pic anormal d'activité de suppression de base de données. Alors, on va aller là-dedans, on va regarder à quoi ressemble donc un normal spike in database delete activity. Ok, là voilà. Donc, on a affaire à une personne qui travaille dans l'IT, il est administrateur d'infrastructure. On me dit qu'il a beaucoup supprimé de bases de données. On se dit, bon, il y a de grandes chances qu'il ait déjà fait, ce soit normal, hein, c'est un peu son métier de faire ça. Et graphiquement, déjà, on a une visualisation de pourquoi cette règle basée sur l'intelligence artificielle nous permet de sonner. En fait, déjà, juste pourquoi la sonner. On voit la baseline, donc, comme je parlais, qui est basée sur 4. Là, on voit tous les jours le nombre de suppressions de bases de données que cet utilisateur a fait. Donc, on voit ça varie de... Là, on a 4, là, il y en a 1, là, il y en a 3, etc. Donc, l'IA, en gros, va calculer une baseline à 4. Et derrière, si on suit son activité jusqu'au jour où ça a sonné, on a un jour où il y a 48 suppressions de bases de données, ce qui est effectivement anormal par rapport à son activité. On a une déviation, comme il était écrit ici. C'est 12 fois la baseline qui a été calculée à la base sur cet utilisateur-là. Même s'il a l'habitude d'en faire, on ne va pas sonner dès qu'il en supprime une seule parce que c'est son métier. S'il en supprime 2 ou 3, toujours pas de souci. Par contre, quand il en supprime 48, là, il a intérêt d'avoir une raison pour avoir fait cette action-là, quoi qu'il arrive. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment cette règle a été construite et pourquoi elle a sonné aujourd'hui, pourquoi la baseline a été configurée à 4, etc. Donc, pour ça, je vais aller voir les policy violations. C'est là où on configure ces politiques-là. Donc, c'était abnormal spike. Database, yes, c'est celui-ci. Pour pas le casser, je vais prendre un duplicata. Ok, donc là, on est sur la définition de la règle, en gros, qu'on a regardé tout à l'heure, dont on a regardé l'alerte. Bon, là, c'est globalement la définition du... Je suis obligé de mettre... Est-ce que c'est bon? C'est ce qu'il faut. Ok.
Là, alors tout à l'heure, c'était juste des métadatas, en gros, pour dire qu'est-ce que fait la règle, à quoi elle correspond, quelle est la remédiation associée, etc. Là, je vais aller directement à la définition de la règle, comment a-t-elle été définie. Donc déjà, on voit ici le premier champ à remplir, c'est les différents types d'algorithmes qu'on va appliquer pour effectuer la détection. On a un certain nombre qui sont liés à de l'intelligence artificielle, comme la première occurrence, first time occurrence, c'est la première fois qu'on voit un couple d'éléments arriver, par exemple, un type d'événement arriver. Là, on a affaire à celui-ci qui est sélectionné. Il y a un pic de nombre d'occurrences, de nombre de suppressions de bases de données. Sinon, vous avez un pic sur un volume ou un montant, une rareté d'événements pour l'authentification en dehors des horaires habituels, par exemple. Un comportement d'énumération, donc quelqu'un a brute forcé quelque chose, c'est-à-dire scanner un share ou ce genre de choses. Abnormal activity compared to peers, c'est tout ce qui est comme le cas d'usage des interactions entre les ressources que j'ai présenté tout à l'heure, etc. Et après, ça va être plus d'autres types de détection basées sur des événements individuels ou des corrélations classiques à l'ancienne, je dirais. Et ensuite, en dessous, vous avez sur quel champ allez-vous faire l'apprentissage. Alors, je ne vous ai pas montré sur les logs parce que on n'a pas trop le temps, mais en gros, là, on va faire la règle sur les logs MS SQL. Et dans les logs MS SQL, quel est le champ qui nous intéresse pour faire l'apprentissage? Là, c'est transaction string. En fait, pour vous expliquer rapidement, transaction string va contenir l'activité comme create, update, delete la base de données. Voilà. C'est un des trois. Bon, il y a d'autres statuts possibles, mais pour vous faire comprendre rapidement. Donc, on va faire l'apprentissage sur ce champ en particulier. Et ensuite, comment faire l'apprentissage? Il y a des informations sur le comportement. Donc, est-ce qu'on le fait sur quelle fenêtre allons-nous le faire? Est-ce qu'on le fait à l'heure? Est-ce qu'on le fait au jour? Est-ce qu'on fait un apprentissage à la semaine, au mois, au jour de la semaine? Quand on veut comparer, faire la différence entre des jours ouvrés et des jours du week-end, par exemple, c'est très intéressant. Là, on fait l'apprentissage par jour. On ne fait pas la différence entre lundi, mardi, etc. Et derrière, voilà, à quoi fait-on référence lorsqu'on construit des baselines? Est-ce que chaque utilisateur va avoir sa propre baseline? Est-ce qu'on fait des baselines à l'échelle d'un groupe d'utilisateurs? Donc, par exemple, à tout le département IT ou Operations. Non, c'était le peer group pour ça. Ou Other Accounts, c'est à toute l'organisation globalement. Là, on est sujet à faire plus de faux positifs, justement, si on va sur ce type plus de faux négatifs que de faux positifs, c'est-à-dire qu'on va avoir une baseline qui va être à 4 et la compta va avoir le droit de supprimer 4 bases de données avant de sonner. Et ça, c'est pas souhaitable. Et enfin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on appelle la sensibilité. La baseline était calculée à 4. À partir de combien au-dessus de la baseline, je vais commencer à relever ça comme une alerte? Est-ce qu'à 5, je sonne déjà? Est-ce qu'à 8? Est-ce qu'à 9? Est-ce qu'à 15? Est-ce qu'à 40, je sonne? En gros, plus on va être proche de 0, et plus on va être très strict sur la détection. C'est-à-dire que dès que ça va dépasser un petit peu, on sonne. Par contre, si ça a tendance à faire beaucoup de faux positifs, là, on va se dire, au lieu de désactiver la règle, on va essayer de jouer avec cette sensibilité et se dire, bon, on va donner un peu plus de souplesse, remonter. Par exemple, aller à 0,5 et ça va sonner qu'à partir de 20. Donc ça, c'est un sigma, il y a un calcul à faire derrière. Et par exemple, là, dans notre cas, le sigma était à 0,936, donc c'est énormément élevé. Il faut aller presque à 1 pour réussir à échapper à cette règle. Et c'est quasiment inutile de faire ça. Et voilà, la sensibilité. On peut aussi, il y a d'autres configurations, mettre un seuil minimal avant de sonner. Est-ce qu'on veut mettre une valeur en dur sur la baseline, acheter des filtres? Là, on va regarder que le delete pour cette activité, rajouter des boosters pour le risque et aller chercher dans les bases des informations en plus, corrélées à d'autres événements. Voilà. On peut faire énormément de choses. Je ne peux pas tout présenter ce qui est possible de faire au niveau de la configuration de la règle, mais c'est pour donner un exemple un peu de l'arborescence de toutes les choses qui sont possibles. Avec ça. Donc, on a affaire à une boîte blanche. On sait sur quoi chaque règle est basée. Securonix, par défaut, et Alter Solutions, on a notre cahier de règles également,
fournissent un gros cahier de règles par défaut si vous achetez la solution, comme il y en a au moins 800 par Securonix. Et pour tout l'ensemble de ces règles-là, vous allez retrouver le détail lorsque vous allez voir les violations. En fait, on a affaire vraiment à quelque chose de très transparent et de modulable, si jamais vous avez l'expertise de pouvoir le modifier et le changer à votre souhait. Donc voilà, je vais revenir sur les slides. Bon, je vais terminer. Donc pour conclure, donc un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a 2 ingrédients qui sont nécessaires pour l'exploitation de l'intelligence artificielle à son plein potentiel. Premièrement, c'est d'avoir une solution logicielle transparente et souple à propos des règles de détection basées sur l'intelligence artificielle, telle que Securonix est, par exemple. Et ensuite, en second, une expertise, connaître ces algorithmes, savoir les maîtriser sur l'ensemble de ces algorithmes de détection et savoir voilà, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure et pour pouvoir les adapter à leurs environnements. Donc voilà, donc nous, entre autres, dans notre service managé Alter Solutions, on gère ça, mais pas que, on crée aussi des jeux de règles basés sur l'intelligence artificielle. Si vous avez Securonix sans le service manager, on est capable d'accompagner nos clients sur l'adaptation de ces règles-là sans souci. Nous, on a l'habitude de travailler avec ça, justement. Voilà un peu, c'est fini pour cette présentation. Bon, 30 minutes, c'est un peu court pour réussir à tout couvrir, mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à passer sur nos stands. On a encore au centre des 9 jusqu'à 18h à peu près. Sinon, les contacts principaux sont donc moi sur la partie Alter Solutions et Jonathan Zimmerman qui est déjà parti il y a 20 minutes côté Securonix. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre 1 ou 2 questions. On a 5 minutes devant nous. Oui, effectivement, je suis un peu en avance. S'il y a des questions, hein, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser une question. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question, ça sort peut-être un peu du cadre de votre présentation, mais moi, je me pose souvent la question de la pertinence de l'utilisation de l'IA dans certains cas d'usage. En l'occurrence, pour éviter les faux positifs, en l'occurrence, quand vous donnez l'exemple des habitudes de connexion des utilisateurs, il y a quand même un gros travail d'analyse avant pour se rendre compte déjà qu'il faut passer à une analyse par utilisateur. Est-ce que c'est pas le genre de problème qui pourrait être réglé par de la programmation classique sans forcément passer par de l'IA Alors, si on commence à faire de l'IA aussi, bon, c'est pas pour vendre plus, pour que ce soit nouveau, c'est que c'est plus facile. Ça prend beaucoup moins de temps pour s'adapter à son organisation. Il y a beaucoup de choses qui est possible avec du développement, on va dire, spécifique à son organisation. Là, grâce à l'IA, on arrive à faire des choses beaucoup plus génériques. Et comment on choisit, donc voilà, vous parlez de comment on sélectionne si on fait par utilisateur à l'échelle de l'organisation, etc. Alors ça a déjà été réfléchi en fonction des règles. Il y a des règles qui existent dans le cahier de règles qui sont basées sur l'organisation en complet et d'autres sur des groupes et d'autres sur des utilisateurs parce que c'est des choses qui ont déjà été expérimentées dans beaucoup d'autres organisations bien avant. Comme les autres éditeurs qui font même aussi des black box, ils se basent sur de l'apprentissage derrière. Mais au final, qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Donc ça a déjà été travaillé en amont. Normalement, elles sont déjà toutes bien configurées. C'est juste sur 800 règles, comme je disais, dedans il doit y en avoir à peu près 300 sur l'analyse comportementale. Sur les 300, il y en aura bien une dizaine qui ne va pas être bien adaptée à votre organisation, au moins une dizaine. La majorité seront déjà bien, normalement, il n'y aura pas de souci. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les jette à la poubelle? Bon, c'est plus que 10 normalement, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces règles-là? Et c'est là où il est nécessaire d'avoir une certaine expertise sur le sujet et être capable de l'adapter. Mais dans tous les cas, l'intelligence artificielle, on peut encore s'en passer, mais c'est vraiment dommage parce que ça donne vraiment beaucoup plus de performance à son socle, clairement. Alors en l'occurrence, je ne parlais pas forcément de s'en passer, mais typiquement, moi, je verrais un intérêt très important d'utiliser l'IA pour se rendre compte que ce genre de comportement soit intéressant à analyser pour être plus pertinent ensuite dans l'analyse. Oui. Mais si, par définition, vous ne pensez pas à des cas d'usage qui seraient pertinents d'étudier,
peut-être que le rôle de l'IA, c'est justement de trouver ces cas qui n'ont pas été pensés par trouver des cas d'usage par l'IA directement. En l'occurrence, ouais. Ça, oui. Alors là, c'est encore un niveau au-dessus, on va dire. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Il y a des solutions qui prétendent faire ça. Là, on a en soi beaucoup de faux positifs. En gros, c'est on analyse tout sans discrimination. Et dès qu'on a un écart, on sonne. Moi, j'ai travaillé dans une grande banque avant d'avoir ce poste chez Alter Solutions. Pour donner un exemple de ce qu'on avait comme... on a été sur ce type d'apprentissage où on regardait absolument tout sur le trafic, sur le réseau. Tous les champs, pas de souci. Et on avait des alertes qui remontaient parce que sur du flux RDP non chiffré, on avait vu un changement de clavier. Il était passé de la langue portugaise à la langue indienne ou j'en sais rien. Bref, quelque chose de complètement inintéressant en fait. Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand on fait de l'apprentissage un peu non maîtrisé, qui va tout azimut. Et je ne suis pas vraiment fan pour ça. Je suis jamais fermé à toute évolution technologique. Je suis ça de très près, de voir ce que ça donne. Pour l'instant, personnellement, je n'ai pas encore été séduit par ces solutions-là parce qu'on a encore un plus grand nombre de faux positifs. Je vais plus sur des choses qu'on maîtrise vraiment. En tout cas, qu'on utilise nous en production, c'est beaucoup plus fiable. L'intelligence artificielle et que j'ai présenté aujourd'hui, c'est quelque chose de fiable et maîtrisé, en tout cas chez nous. Ces intelligences-là qui vont analyser absolument tout et chercher des cas d'usage nouveaux sont encore, pour notre expérience, en tout cas dans notre SOC, on a fait pas mal de benchmarks et très instables, en tout cas aujourd'hui, de notre expérience. Merci. On a encore une question très rapidement pour ne pas prendre de retard sur le prochain. Ça sera la dernière du coup. Merci. Bonjour et merci pour la presse. Petite question rapide, jusqu'à quel point c'est scalable sur des très très gros environnements avec forcément beaucoup plus de gaps et de variations quoi. C'est scalable, j'ai envie de dire illimité. Hein. C'est juste... c'est pas la taille qui pose problème, c'est les variations de comportement dans votre organisation qui va poser problème au final. Si vous avez des centaines de milliers d'utilisateurs et que tous globalement vont faire la même chose, on va pas avoir de soucis. Tout va bien se passer, ça va être très simple à configurer, voire il y aura très peu de configuration à faire. Si vous travaillez, des fois il y a des petites boîtes, on va avoir des startups qui font tout et n'importe quoi, tout le monde a toutes les fonctions. Là, c'est beaucoup plus difficile à adapter. Parce qu'on a des comportements qui varient énormément. En fait, le problème n'est pas sur la taille, elle est plutôt sur les variations de comportement au final. Très bien, merci. Si vous avez d'autres questions, désolé, on est obligé d'arrêter là, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rendre visite à Nabil sur son stand. Rappelez-nous votre stand D9, voilà. D9 sur le salon, il est encore là jusqu'à 18h. Merci, dans quelques minutes, la dernière intervention de cet après-midi et du salon.